Je suis né en l'an de grâce 1912, 2 jours avant le fameux prêt de Tribrari qui a jadis tué et pétrifié une vieille sur les pitons du Durdura et qui demeure toujours la terreur des octogénaires kabyles. Comme j'étais le premier garçon né viable dans ma famille, ma grand-mère décida péremptoirement de m'appeler Fouroulou, de Eiffel caché, ce qui signifie que personne au monde ne pourra me voir de son œil bon ou mauvais jusqu'au jour où je franchirai moi-même sur mes 2 pieds le seuil de notre maison. On serait peut-être étonné si j'ajoutais que ce prénom, tout à fait nouveau chez nous, ne me ridiculisa jamais parmi les bambins de mon âge, tant j'étais doux et aimable. Aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, je retrouve toujours auprès de moi une chaude et naïve amitié. L'image la plus reculée qui surgit subitement dans ma mémoire est celle d'un petit garçon assis dans notre courette sur une jarre renversée. Sa petite cousine Chebha, debout devant lui, énumère sur ses 5 petits doigts les bonnes choses qu'elle voudrait lui faire manger. Je me revois ainsi, portant une petite gandoura blanche à capuchon, pouvant à peine marcher, mais bavardant à mon aise. J'avais peut-être 3 ans. Mon père et mon oncle étaient parmi les pauvres du quartier, mais ils n'avaient que des filles. Aussi étais-je plus heureux à la maison que la plupart de mes petits camarades au milieu de leurs frères. À la vérité, Helima, la femme de mon oncle, qui m'est impossible même à présent d'appeler ma tante, ne pouvait me souffrir. Mais ma mère, mes sœurs, mes tantes maternelles, mes vraies tantes, m'adoraient. Mon père se pliait à toutes mes volontés. Ma grand-mère, qui était la sage-femme du village, me gavait de toutes les bonnes choses qu'on lui donnait, au grand dépit de Helima. Mon oncle, qui savait la valeur d'un homme à la Djemma, et pour lequel je représentais l'avenir des Manrades, m'aimait comme son fils. C'était bien plus qu'il n'en fallait pour bien élever un enfant. Cependant, je dois dire que les efforts conjugués de toute la famille n'ont pas abouti au résultat envisagé. J'étais l'unique garçon de la maisonnée. J'étais destiné à représenter la force et le courage de la famille. Lourd destin pour le bout d'homme chétif que j'étais. Mais il ne venait à l'idée de personne que je puisse acquérir d'autres qualités ou ne pas répondre à ce vœu. Je pouvais frapper impunément mes sœurs et quelquefois mes cousines. Il fallait bien m'apprendre à donner des coups. Je pouvais être grossier avec toutes les grandes personnes de la famille et ne provoquer que des rires de satisfaction. J'avais aussi la faculté d'être voleur, menteur, effronté. C'était le seul moyen de faire de moi un garçon hardi. Nul n'ignore que la sévérité des parents produit fatalement un pauvre diable craintif, faible, gentil et mou comme une fillette. Ce ne sont pas les principes qui manquent au fils de Chaaban, mon aïeul. Pénétré de mon importance dès l'âge de 5 ans, j'abusai bientôt de mes droits. Je devins immédiatement un tyran pour la plus petite de mes sœurs, mon aînée de 2 ans. Je l'appelais Titi.
Le nom lui est resté. Elle n'était pas plus grande que moi et me ressemblait autant qu'une petite sœur ressemble à son frère, c'est-à-dire qu'on pouvait la reconnaître grâce à son foulard et à sa natte de cheveux longs. Elle avait un bon naturel qui lui permettait d'essuyer mes coups et d'accepter mes moqueries avec une mansuétude peu inimaginable chez un enfant de son âge. Toutefois, on ne manqua pas de lui inculquer la croyance que sa docilité était un devoir et mon attitude un droit. Chaque fois qu'il lui arrivait de se plaindre, elle recevait une réponse invariable. « N'est-ce pas ton frère? Quelle chance pour toi d'avoir un frère! Que Dieu te le garde! Ne pleure plus, va l'embrasser. » Grâce à ce procédé, elle avait fini par croire, inséparable, la formule « que Dieu le garde » du nom de frère. Et il était touchant de l'entendre dire à ma mère en pleurant « C'est mon frère, que Dieu me le garde, qui a mangé ma part de viande. Mon frère, que Dieu me le garde, a déchiré mon foulard. » Petite sœur qui est maintenant mère de famille, ton vœu a été exaucé. Dieu t'a gardé ton mauvais frère. Ma tyrannie s'exerçait d'une autre façon sur ma grande sœur Baya. Baya aidait notre mère. Elle savait déjà prendre son parti et la défendre au besoin. Elle était intelligente, courageuse et obstinée. Elle s'imposa par sa force, réussit à se faire respecter et à se faire craindre. Baya était chargée spécialement de veiller sur moi et de me distraire. Je ne me laissais pas faire aisément. Je m'étais bien vite rendu compte qu'en pleurant, je pouvais obtenir tout ce que je voulais. Les larmes et les cris étaient mon arme infaillible. Cependant, ce stratagème qui réussit à merveille dans ma famille me causa une grosse déception et beaucoup de désagréments au dehors. J'eus beau sangloter, mes cousines, les premières, m'apprirent que tout le monde n'était pas obligé de me faire plaisir. Leur mère, qui me détestait comme un reproche, leur traçait ouvertement une ligne de conduite à mon égard. « Ce n'est pas votre frère. Vous n'avez pas de frère. » Le ton dont elle disait cela signifiait sans erreur possible que j'étais un ennemi. J'entends encore la voix de Halima. Je vois son regard méchant. Je compris très tôt sa haine. Deux petits cousins de mon âge, ou à peine un peu plus grands, mais en tout cas plus éveillés, me désillusionnèrent eux aussi autant qu'ils le purent. J'adoptai donc avec tous mes cousins, mes voisins et voisines la seule attitude que je pouvais adopter. Je me faisais doux, aimable, patient. Je savais flatter le plus audacieux. Je donnais ou je prêtais sans trop de difficulté ce qu'on me demandait, et mes parents voyaient s'écouler peu à peu leur rêve de faire de moi le lion du quartier, plus tard le lion du village. Susceptible à l'excès, j'étais de surcroît très craintif lorsque je m'aventurais en dehors de notre rue. Mon camarade Ekli se rappelle encore à présent un bloc de silex tout blanc, au bout de la rue. Une fois ce bloc dépassé, j'obéissais automatiquement à ses ordres. Ses amis étaient les miens. J'évitais ses ennemis. J'étais son humble second. Il me défendait lorsqu'il le pouvait, ou bien, acceptant loyalement les responsabilités de chef, s'exposait lui-même aux coups et ne me laissait affronter un adversaire que lorsqu'il en avait un autre plus dangereux. En rentrant chez nous, je reprenais mon galon à la borne fatidique. Il était alors obligé de se soumettre à tous mes caprices, et Dieu sait s'ils étaient extravagants. Si nous fabriquions des jouets, il lui fallait mes conseils et le travail fini, mon approbation.
Très souvent, je brisais d'un geste brutal le bruit de son application. Il suçait alors ses doigts écorchés par la besogne et acceptait avec une largeur d'esprit méritoire ma décision sans appel. Il sentait confusément que j'avais plus d'imagination et de goût que lui. Quant à moi, j'étais forcé d'admettre qu'en dehors, il se faisait respecter bien mieux que moi. Nous nous complétions à souhait. Nous fîmes ensemble notre entrée dans le monde, d'abord à la djemma du quartier, puis dans les autres djemmas, enfin à l'école. À quel moment et dans quelles circonstances naquit notre amitié, je ne saurais le dire. Dans ma mémoire, le petit Fouroulou, de 5 ou 6 ans, est toujours escorté d'Akli. Nous habitions la même rue. C'était là sans doute que nous nous connûmes. Cependant, rien n'explique notre attachement. Il y avait d'autres bambins, mais il ne se forma pas de paire d'amis comme la nôtre. Akli était beau comme une fillette et turbulent comme un diable. Il n'avait rien de ma douceur, ni de ma tranquillité. Il aimait rire, taquiner, cogner. Il ne craignait pas les grandes personnes qui pardonnaient toutes les espiègleries à ses beaux yeux, son teint blanc, ses traits fins et réguliers. Quant à moi, j'avais de la timidité pour deux, ce qui me fit estimer autant qu'il l'était pour sa hardiesse. Il avait les poings et les pieds trop grands, mais il m'assurait que c'était nécessaire pour se battre ou se sauver. J'admirais et j'aimais Akli parce qu'il avait tout ce qui me manquait. Je suppose qu'il s'attacha à moi pour les mêmes raisons. Je ne me rappelle pas combien de temps il nous fallut pour explorer le quartier, connaître tous les enfants et être connus d'eux. Dans tous les cas, nous traversâmes cette première épreuve avec succès. Il y avait des garçons que tout le monde pouvait frapper, taillables et corvéables à merci, d'autres dont on pouvait se moquer, certains qu'il suffisait d'appeler par un sobriquet pour les voir quitter la partie et disparaître. Aucun de ces désagréments ne nous arriva. Nous finîmes même par imposer nos qualités respectives. Lui, sa hardiesse, moi, mon goût et ma vivacité. Bientôt, je n'eus plus peur de sortir tout seul, d'aller à la djamma et même d'arriver aux abords du café, fréquenté surtout par les garnements en quête de mégots. Lorsque ma cousine Shebha me demandait de jouer avec elle, je lui répondais non sans importance que des occupations plus intéressantes, plus viriles m'appelaient loin de la maison. Elle baissait la tête, domptée, et n'insistait plus. Par un effet du hasard, les jours où je la dédaignais, je trouvais quelqu'un qui me menaçait, me provoquait ou me défendait l'accès de la djemma, de sorte que je revenais à la maison plus vite que je l'étais proposé. J'acceptai alors humblement de jouer avec Shebha et les autres fillettes. Je me gardai de dire le motif de mon brusque retour. Je tâchai d'oublier ma lâcheté ou de ne plus penser au coup que je venais de recevoir. Il ne m'est jamais arrivé de solliciter la protection de mes parents lorsque mon adversaire était de mon âge. Ou bien j'acceptais la bataille, ou si j'avais peur, je me sauvais. Je dissimulais avec soin retraite et défaite. Je ne parlais que de mes victoires. Il est certain que ma mère, mis à part, ni mon père, ni mon oncle, ni aucun de ma famille n'aurait consenti à me porter secours. Ils auraient été d'abord désagréablement surpris de me voir reculer, puis m'auraient obligé à affronter mon adversaire. Ces choses-là m'étaient déjà arrivées, avec mon oncle surtout.
lorsque je remportais la palme dans un de ces combats intempestifs, j'étais félicité par tous. Lorsque j'avais le dessous, ils m'accablaient de leurs railleries. Oh, dans ces moments-là, on était loin de me gâter. Je lisais le mépris sur tous les visages, excepté sur la figure douce et mélancolique de ma mère. Il est vrai que ma mère n'avait d'autre prétention que de m'aimer par-dessus tout. J'ai gardé longtemps respectueux et froid pour la logique inexorable de mon oncle. Il était inflexible. 3 cas, d'après lui, pouvaient se présenter selon que mon antagoniste était plus petit, du même âge ou plus grand que moi. Si j'avais affaire à un petit, il me permettait de lui donner la correction, pourvu qu'après coup, je me sauve ou me cache. Si on venait se plaindre, mon oncle me cherchait pour me punir, se gardait de me trouver, consolait l'enfant, promettait aux parents mon châtiment. S'il s'agissait d'un garçon de mon âge, je n'avais aucune raison de le craindre. Mon oncle faisait ressortir avec colère que l'avantage était de mon côté. J'étais mieux nourri, donc j'avais plus de force. Ou bien, son père ne s'était jamais battu. Le fils d'un lâche ne devait pas faire reculer un manrade. Ou encore, c'était le fils d'une veuve, peu courageux par définition. Ou enfin, c'était un garçon d'un coche rival. Aucune retraite n'était permise devant un ennemi. Je reconnaissais intimement toute la force de ses arguments sans réplique, et je me résignais à avoir du courage. Par contre, il n'admettait pas qu'un garçon plus grand que moi me frappât ou me taquinât. C'est ce qui me permettait d'avoir ma petite revanche sur mon oncle. Sur ce dernier point, je lui rendais compte scrupuleusement de ce qui m'arrivait. Un grand me volait-il une bille? Je rentrais à la maison en sanglotant sans arrêt. Je lui dénonçais. Lounis se levait, courait à sa recherche, criait, tempêtait, souvent donnait des taloches, tandis que je ne le quittais pas d'une semelle et que je sanglotais sans discontinuer. Ce brave oncle. Il était plus enfant que moi. Que de futilités pour lesquelles je le faisais courir. Il m'a sans doute pardonné dans la nuit de son grand repos.